Donc, mesdames, mon colonel, je suis ravi de vous accueillir chez moi pour pouvoir faire cette interview sur le livre que vous avez écrit qui est L'artillerie des stratagèmes. Donc ici, L'artillerie des stratagèmes, qui est un livre que j'ai dévoré puisque je l'ai lu en 3 jours. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc comme on est dans la même région et que je vous avais rencontré il y a quelques années, je vous ai proposé de vous faire cette interview pour ce livre que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc on est là pour en parler. Je vais commencer par vous laisser la parole, vous céder la parole pour que vous vous présentiez, pour que les lecteurs de Mon Capitaine puissent vous voir qui vous êtes. D'accord. En tout cas, je vous remercie vivement de m'avoir invité pour parler de mon livre. J'en suis très honoré. Et c'est vrai que nous avons souvent discuté ensemble de pas mal de sujets de tactique. Et donc, je suis donc vraiment particulièrement content d'en parler avec vous. Donc moi, je suis officier d'artillerie depuis 1988. Ça fait quelques années déjà. J'ai servi dans 3 régiments. Et actuellement, j'occupe les fonctions de directeur des études de l'artillerie. Et c'est un sujet, l'artillerie, les tactiques de l'artillerie qui m'a toujours passionné. Donc j'ai écrit ce livre qui est paru en 2016, mais que j'ai commencé à travailler 13 ans auparavant. D'accord, voilà. 13 ans pour... Donc ça, ce livre, c'est l'aboutissement de 13 ans de réflexion, de recherche et de travail. Voilà. Extraordinaire. Alors, je vais commencer par présenter le livre de manière succincte, puisque je vais commencer par la table des matières. Il y a 5 chapitres. Alors, le premier chapitre, c'est la naissance des premières ruses. Ensuite, l'avènement des stratagèmes. Chapitre 3, c'est l'affrontement des volontés et de l'intelligence. Le 4e, c'est les stratagèmes en combat conventionnel. Et chapitre 5, la déception artillerie en contre-insurrection. Donc en fait, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est toutes les histoires que vous avez récoltées et glanées à droite à gauche avec toutes vos lectures, puisque vous lisez en anglais, vous parlez anglais couramment, donc vous lisez en anglais, et c'est ce qui vous a permis de vous documenter sur beaucoup de choses. Ma première question sera comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir écrire ce livre au moment où vous vous êtes dit je vais écrire un livre. Parce qu'en fait pendant 13 ans vous avez glané toutes ces informations d'après ce que j'ai compris. Oui. C'était pas dans l'optique ou dans l'objectif d'écrire un livre, c'était plutôt dans l'objectif de parfaire votre culture militaire. Mais à partir du moment où vous avez décidé d'écrire ce livre, comment est-ce que vous vous êtes organisé en termes d'organisation du travail ou d'organisation personnelle pour écrire ce livre? Alors, au tout début, je n'ai pas en effet cherché à écrire un livre. Je voulais parfaire ma culture tactique au sujet de l'artillerie. Parce que dans le domaine de l'artillerie, on a souvent tendance à aborder la chose d'un point de vue très technique. Oui. Et ma culture tactique d'artilleur faisait défaut. Donc j'ai cherché à trouver des exemples. Et en effet, comme vous le dites, beaucoup dans la littérature britannique, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages d'intérêt militaire, d'histoire militaire. Et donc j'ai essayé de récolter en quelque sorte ces exemples et je les ai tout bêtement notés dans un fichier Word, les uns à la suite des autres, avec les références. Et après, j'ai eu en fait l'intuition que les stratagèmes de l'artillerie pouvaient être un sujet particulièrement intéressant, et donc ensuite j'ai construit mon plan. Je suis arrivé assez rapidement au plan que vous venez de décrire, oui, en 5 parties, assez vite. Et donc c'était assez rapide. Donc j'ai dû par contre lire énormément de livres pour avoir suffisamment d'exemples, ce qui me donnerait la souplesse de les articuler de la manière la plus efficace possible, en fait, les uns par rapport aux autres. D'accord. Alors moi, la première question que j'ai à vous poser, enfin la deuxième finalement, puisque la première c'était celle de vous présenter, ce serait quelle est l'anecdote que vous avez préférée dans le livre et que vous voudriez parler aujourd'hui? Alors l'anecdote qui me paraît la plus originale du livre, c'est une ruse de guerre qui a été mise
en œuvre par les Allemands, qui me paraît absolument incroyable. C'était pendant le débarquement en Normandie, donc les Alliés avaient du mal à progresser, et puis vers fin juillet, ils ont quand même fini par avancer un petit peu. Et c'est un observateur d'artillerie canadien qui raconte l'anecdote. Et en fait, les Allemands, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé un lance-roquette, un Nebelwerfer, donc c'est un petit lance-roquette, sur place. Les Canadiens dépassent le lance-roquette, il est chargé, dedans il y a toutes les munitions. Et l'observateur décrit que lui, il s'avance vers la ligne des contacts, il s'en va un petit peu plus loin. Et puis, il entend soudainement, peut-être une heure ou deux après, il entend le bruit de ce lance-roquette. Comme ça faisait un mois qu'il se faisait tirer dessus par cette sorte de lance-roquette, donc il se met par terre. Mais il se rend compte que finalement, les roquettes, au lieu de venir vers lui, elles s'éloignent. Donc il se dit, ce sont les artilleurs canadiens de mon régiment qui ont retourné cette arme contre les Allemands. Donc c'est fabuleux. Donc il ne se pose pas plus de questions, mais à peine une minute plus tard, il entend de nouveau le bruit des roquettes. Mais cette fois, elles viennent vers eux. Et effectivement, grand fracas d'explosion. Les roquettes allemandes ont tiré sur la zone où était installé le lance-roquettes qu'ils avaient laissé sur place, délibérément. Ils connaissaient la position. Voilà, dont ils connaissaient la position. Et en fait, malheureusement pour les Canadiens, il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là, parce que quand ils ont utilisé le lance-roquettes, comme ça faisait plus d'un mois qu'ils se faisaient tirer dessus par cette arme, tous les artilleurs du coin sont venus regarder cette arme, et enfin on va se servir de cette arme contre les Allemands. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands savaient exactement, comme vous le dites, la position où ils avaient laissé leur lance-roquettes, et à l'époque, ils n'avaient pas la supériorité aérienne. Donc c'était très difficile pour eux, avec leur artillerie, de savoir s'ils allaient tirer sur des cibles adverses. Oui. Donc ils savaient que quand ils auraient laissé cette arme, la tentation serait irrésistible pour l'ennemi de l'utiliser. Et donc ils savaient que s'ils tiraient dessus, il y aurait des ennemis tout autour. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Okay. Et je trouve que cette tactique est d'une intelligence absolument incroyable. Et elle montre bien que finalement, quand vous réfléchissez, quand vous utilisez le peu de moyens qui sont à votre disposition dans une situation de combat, vous pouvez obtenir des succès considérables. En fait, ce qui était extrêmement intéressant dans votre livre, c'est que on arrive à voir que c'est quand les gens sont en difficulté, donc quand les armées sont en sous-effectif numérique, ou en infériorité par une question de matériel ou une question d'instruction, il y a toujours une ingéniosité de la part de cette personne qui est en dessous du niveau de l'armée adverse, qui fait que ça développe une capacité impressionnante d'ingéniosité. C'est ça qui est génial. Oui, je pense qu'en fait, comme vous le dites très justement, lorsqu'on a une supériorité de moyens, on va chercher à les utiliser, à écraser l'adversaire. Et celui qui est de l'autre côté, en fait, il veut survivre à tout prix. Et l'arme qui lui reste, et qui est la plus efficace, finalement, c'est la ruse, en fait, c'est l'intelligence. Et donc, c'est vrai que fréquemment, dans les exemples que j'ai trouvés, j'aurais pu articuler d'ailleurs le livre avec un plan différent, où j'aurais mis ça peut-être plus en évidence, mais on le voit bien, ils veulent survivre à tout prix. Oui. À tout prix. Et là, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'ils n'ont pas été éduqués tout le temps à l'avance sur ce genre de procédé, mais d'un coup, l'idée jaillit, et puis ils trouvent une parade. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas en sous-jacent, il n'y a pas quelque chose de culturel, de religieux, ou de quelque chose qui permet de construire cette audace ou cette ingéniosité. Vous dites que ça peut apparaître aussi bien dans un pays avec une culture que dans un autre avec une autre culture. En fait, le principe, c'est un principe de survie et d'intelligence humaine qui est développé. Exact. Je pense que c'est En fait, initialement, votre question est excellente, parce que initialement, je voulais nommer un de mes chapitres sur les facteurs culturels, en fait, qui conduisent à tel ou tel pays à effectuer une ruse.
Et on s'aperçoit, enfin au début c'était un peu mon idée, parce que vous avez des armées, comme par exemple l'armée sud-africaine, eux, en revanche, ils ont une vraie culture des tactiques de déception. Eux, elle provient des pionniers autrefois qui étaient chasseurs. Ils étaient tout le temps très peu nombreux et ils devaient lutter contre des tribus africaines qui étaient beaucoup plus nombreuses. Donc il fallait qu'ils soient rusés. Donc eux, l'armée sud-africaine, ça serait presque un contre-exemple parce qu'ils ont une vraie culture des ruses. Mais en réalité, je m'étais dit, est-ce que le fait que certaines armées comme la nôtre, qui sont plutôt de culture catholique, ou certaines armées occidentales, qui utilisent moins la ruse que par exemple les anglo-saxons qui sont protestants, est-ce qu'il y a un lien? En réalité, je pense pas du tout. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une armée qui est moins dotée en équipement, et le meilleur exemple, ça serait peut-être la guerre de sécession aux États-Unis. Oui. Les sudistes utilisent beaucoup les ruses parce qu'ils ont peu d'équipement, peu de canons. Et les nordistes, qui ont exactement la même culture, n'utilisent pas les ruses, ils utilisent leur matériel dont ils ont une supériorité conséquente. Qu'est-ce qui a poussé les armées occidentales à avoir cette culture du choc frontal au 19e et début du 20e siècle? Au 19e, en fait, je pense que les règles du conflit au 18e siècle ont été un petit peu établies de manière presque consensuelle entre les diverses nations européennes. Il y a eu des règles qui s'adaptaient à la portée des armes de l'époque. Vous aviez des carrés les uns en face des autres. C'est cette forme occidentale de la guerre est apparue, comment dire, c'était plus lié à l'idéal de chevalerie et également à la portée des armes, me semble-t-il. Oui. Et en fait, c'est vrai que ça aurait conduit les armées occidentales à considérer la ruse et les stratagèmes comme quelque chose d'impur en réalité. Oui, parce qu'il y a une partie du livre où vous dites qu'il y a beaucoup de difficultés de la part des gens à accepter que, par exemple, les artilleurs tirent en étant cachés derrière des mouvements de terrain ou des montagnes. Et on leur demande, même si les tactiques fonctionnent, on leur demande de se mettre après ces faits de guerre où on voit que ça a fonctionné, donc c'est pas comme si on s'en rendait pas compte. On leur demande d'être en première ligne avec les fantassins. Oui. C'est compliqué. Alors qu'est-ce qui selon vous va conditionner le cerveau humain pour arriver à des aberrations de ce type-là? C'est vrai, il y a une forte culture dans chaque institution militaire. Et c'est amusant que vous citiez cet exemple parce qu'en fait, là en l'occurrence, il s'agissait des Japonais, mais ils ne combattent pas, on peut dire d'une certaine manière, exactement à l'occidental, mais ils ont, exactement comme nous, à l'époque, ils mettent fortement l'accent sur l'honneur, le code de l'honneur. Et donc, en effet, lorsqu'il y a eu le conflit russo-japonais en 1904, les artilleurs japonais sont les premiers à avoir mis en place des stratagèmes, et avoir utilisé surtout l'artillerie de manière indirecte, parce qu'avant nous on tirait de manière directe à vue de l'ennemi, hein, et c'est les premiers qui ont tiré qui ont usé leur artillerie à plusieurs kilomètres avec des tirs courbes. Et ça a été redoutablement efficace. Ils ont remporté des batailles contre les Russes. Ça a été une vraie révolution. Mais c'est vrai que leurs fantassins, après la guerre, leur ont dit qu'ils s'étaient comportés comme des lâches et qu'en fait, il fallait qu'ils reviennent sur la ligne de front, quoi. Et c'est une aberration. Et lorsque l'on a eu ce débat au début du XXe siècle sur l'artillerie indirecte, qui était tout à fait nouvelle, hein, les Allemands, par exemple, refusaient que l'on mette des boucliers pour protéger les canons, et pour les mêmes raisons, parce qu'en fait, ils trouvaient que c'était lâche, et ça allait contre le code de l'honneur. Et effectivement, une armée a besoin de code, elle a besoin de doctrine, et il a fallu quand même des décennies pour que ces codes soient un petit peu réajustés, en fait, qui ne pénalisent pas l'efficacité. Alors c'est marrant parce que moi donc je tiens le blog depuis 1 an et demi et je m'aperçois avec les retours que j'ai que la principale difficulté que les gens ont, c'est de passer à l'action et d'affronter leurs propres schémas mentaux.
C'est-à-dire qu'on est dans un schéma mental par notre éducation, par notre expérience, par plein de choses qui vont participer à construire ce schéma mental. Et le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes, d'affronter ses peurs, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Et en fait, je rapprocherais ça. Est-ce que vous avez une solution pour essayer de faire bouger? Alors quand on voit le mammouth, que ce soit l'éducation nationale, puisque moi ma femme est prof, ou quand on voit l'armée, qui est quand même une énorme administration, on peut être réactif en étant sur le terrain au plus bas échelon, mais si on veut faire bouger un mammouth comme celui-là, est-ce que vous avez un début de piste qui puisse éclairer celui qui veut faire bouger les choses? Alors je pense que pour les armées, c'est très compliqué parce que la doctrine, c'est un petit peu inculquer des habitudes de comportement à l'ensemble de l'armée, en fait. Oui. Et on en a besoin parce que on a quand même besoin d'habitudes parce qu'il faut savoir comment nos subordonnés vont réagir s'ils sont mis dans une situation où ils doivent être autonomes. Donc on doit pouvoir anticiper les réactions de nos subordonnés dans ces situations. S'ils sont loin de nous, que feraient-ils ou dans quelle direction ils vont aller, voilà. Il faut qu'on inculque cette façon. Donc, en fait, finalement, les forces armées, elles ont un vrai dilemme parce que vous avez d'un côté la nécessité d'avoir des comportements qui sont identiques, ça ne peut pas être complètement l'anarchie, mais d'un autre côté, vous avez ces habitudes-là sont un point faible aussi. Ouais, c'est un point faible, c'est l'exemple que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé sur le blog, puisque j'en ai fait un article. C'est l'exemple de la guerre de Crimée en 1854 ou 55. Bataille de Sébastopol. Sébastopol, ça fait des mois qu'on essaye de la gagner. Donc la coalition qui est français, anglais, on s'est allié avec les Anglais, les Turcs et la Sardaigne, il me semble. Oui, exact. La Sardaigne, voilà. Et en fait, ils faisaient des attaques frontales sur la redoute de Malakoff et sur Sébastopol, en plusieurs points de Sébastopol. Et les attaques frontales se faisaient le matin et le soir, le matin et le soir, le matin. Ils ont créé une habitude qui fait que la relève pour les Autrichiens, non, c'est les Russes. Oui, les Russes. Les Russes se faisaient à midi. Et les Français ont remporté Sébastopol en un quart d'heure en attaquant à midi. Parce que l'ensemble de la chaîne de commandement russe était complètement désorganisée, parce que la relève, la moitié des gens étaient relevés et appartenaient à un autre bataillon. Enfin, c'était la merde pas possible. Oui. Et voilà. Donc, je suis d'accord avec vous pour la qualité et le besoin intrinsèque d'habitude de raisonnement pour les armées, mais ça peut être un gros danger si l'ennemi arrive à identifier de manière précise ces habitudes pour pouvoir... c'est un peu le défaut de la cuirasse. Oui. Je pense qu'au départ, la raison d'attaquer tout le temps le matin ou le soir, elle était justifiée. C'est probablement parce que à ces heures-là, il était moins facile pour l'ennemi de nous tirer dessus lorsqu'on devait franchir le parapet, etc. Mais en effet, après on devient beaucoup trop prévisible. Mais je m'en suis rendu compte dans la plupart des exemples qu'il est très difficile de savoir à quel moment on va devenir prévisible par l'ennemi. Et j'ai un de mes amis qui était chef de corps en Afghanistan et qui m'a raconté qu'il s'est rendu compte et il en a pris conscience qu'après plusieurs mois, que en fait, il déclenchait des opérations qui étaient à peu près tout le temps à la même heure et puis d'une durée identique. Et finalement, l'ennemi s'en était rendu compte. Et lui, lorsqu'il a pris conscience de ça, il a réussi, et d'ailleurs je mets l'exemple dans le livre, il est dans le dernier chapitre, il a réussi à l'utiliser contre l'ennemi, qui pensait que vraiment on n'était pas capable d'appliquer des stratagèmes, qu'on était trop prévisible, etc. Et là, il a pu obtenir un succès important grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être conscient de ses habitudes, c'est porter un regard surtout quand on est dans le feu de l'action. Je pense que c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez des habitudes particulières qui vous permettent de vous forcer à sortir justement de ces schémas mentaux, sortir de votre zone de confort ou sortir du défaut des habitudes qu'on a déjà prises? Dans le domaine de l'artillerie, puisque c'est le sujet de mon livre, en fait, autrefois, on avait beaucoup autrefois, pour les méthodes de réglage des tirs d'artillerie, on utilisait souvent deux
obus ou certaines armées 4 obus, comme les Américains, pour faire un tir de réglage. On n'avait pas d'autre solution en fait. Il était nécessaire de faire un tir de réglage comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de méthodes. On a des obus guidés GPS ou guidés laser. On a des obus de semonce en fait que l'ennemi n'entend pas. On a utilisé cette tactique en Afghanistan et vous aviez les talibans n'avaient pas compris que c'était un obus et qu'on était en train de faire un tir de réglage. Ils sont restés et ils ont été détruits après parce qu'on avait cette autre technologie. Et si vous voulez, on commence à avoir une gamme de munitions différentes. On a qui nous permettent, même si ça reste quand même difficile de savoir quelles sont nos habitudes, ça reste toujours difficile. Mais là, on peut décider qu'aujourd'hui, on utilisera telle méthode, la fois d'après, une autre méthode, et on a peut-être une gamme de 5 ou 6 méthodes différentes. Et là, il suffit ensuite d'alterner. Pour l'artillerie, vous pouvez faire des tirs de réglage en fusant, par exemple. Là, l'ennemi ne peut pas savoir que vous êtes en train de faire un tir de réglage. Il y a de moins en moins besoin de faire de tirs de réglage également. Donc, vous voyez... mais c'est l'exemple le plus flagrant. Après, ça peut être compliqué dans d'autres registres. Donc en fait, ça rejoint. On a été à une conférence, à la même conférence il y a peu de temps. Le conférencier, Monsieur Bourrier-Rostels, disait, c'était une conférence sur Napoléon, posait la question de savoir si Napoléon était un génie. Et il dit en fait Napoléon c'est pas un génie. Il le dit lui-même que c'est pas un génie. Il dit qu'est-ce qui me permet d'être meilleur que les autres, c'est mon travail. Il a besoin de peu dormir, donc il a une puissance de travail énorme. Et ce travail fait qu'il connaissait les cartes par cœur, il connaissait les terrains par cœur, il connaissait les habitudes ennemies, les qualités ennemies, les défauts ennemis. Et du coup, avec ça, il arrivait à prendre, avec toutes ces informations, il arrivait à prendre la décision tactique la plus juste. Donc en fait, je rejoindrai la conclusion du conférencier en disant que en fait, ce qui est le primordial pour pouvoir sortir de sa zone de confort, c'est d'acquérir le plus de connaissances et de travailler pour pouvoir connaître toutes ces caractéristiques d'obus et de techniques qui permettent d'avoir des effets sur l'ennemi pour choisir la bonne au bon moment, au bon endroit, dans la bonne situation. Oui, et tout à fait. Et connaître l'ensemble de nos caractéristiques et ne jamais oublier que en fait, ce n'est pas qu'une question technique, que vous avez quelqu'un en face et que vous-même vous trahissez ou pas certaines habitudes. Oui. Et en fait, c'est comprendre comment utiliser. Enfin, il faut maîtriser parfaitement nos outils et il faut faire en sorte qu'ils puissent servir un but tactique, quoi. Oui. C'est ça le but du jeu. Donc, je pense que pour nous, les artilleurs, il faut c'est une arme extrêmement tactique en fait, et pour peu qu'on fasse l'effort, ce qui n'a pas toujours été le cas, d'envisager notre arme vraiment comme une arme tactique et pas seulement avec un prisme technique. Oui. Donc la technique c'est la base, mais en fait notre outil c'est l'ennemi en fait, c'est comment façonner l'ennemi. Le façonnement de l'homme qui est en face de nous, essayer de le comprendre dans sa totalité. Ok, super. Alors, cette conférence, justement, on a parlé beaucoup de Napoléon, mais et dans votre livre, j'ai trouvé un exemple que j'ai trouvé étonnant, qui se passe justement en 1805, pendant la campagne qui a mené jusqu'à Austerlitz. Il y a, alors où est-ce que j'ai noté ça ? Voilà, les maréchaux Lannes et Murat, qui avaient reçu pour mission de s'emparer d'un pont qui est sur le Danube au nord de Vienne pour permettre aux armées de Napoléon de poursuivre les Autrichiens. Et Napoléon s'est emparé de Vienne et a demandé à Murat et Lannes de s'emparer de ce pont-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont arrivés, ils sont descendus de leur cheval et ils ont pris quelques officiers qui parlaient allemand. Et ils sont allés à pied sur le pont. Ils ont commencé à se faire tirer dessus. Ils ont dit il y a un armistice, on est là, c'est normal, on a le pont, il n'y a pas de souci. Et ça a créé la confusion en face, de voir des maréchaux sur deux qui arrivaient dans leur grand uniforme traverser le pont de manière normale. Et ça a créé le doute. Et ils ont poussé petit à petit les gens dans leur retranchement. Et il y a une confusion qui a fait qu'ils ont réussi à s'emparer d'un pont sans verser une goutte de sang et avec une dizaine de personnes. C'est extraordinaire. Absolument, ouais.
C'est génial. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de choses est encore réalisable aujourd'hui? Parce que même s'ils avaient placé des appuis d'artillerie à côté pour pouvoir couvrir leur action si jamais il leur arrivait quelque chose, ou faire en sorte d'eux, c'est quand même fouillu quand même. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Probablement. Probablement, mais en fait, la raison pour laquelle ça a bien marché, c'est que les maréchaux français à l'époque, c'était des superstars. Tout le monde les avait vus dans les magazines, en dessin évidemment. Oui. C'était des superstars. Leur renommée en Europe était extraordinaire. Ils épouvantaient, ou c'était ils faisaient quand même malgré tout toujours l'admiration des gens. Et la sentinelle au début, le soldat qui voit les deux maréchaux arriver, sait que ce sont ces deux maréchaux. D'accord. Et il est évidemment impressionné. Il va appeler son sergent, pareil, etc., son capitaine, et ça remonte. Voilà. Et jusqu'au général, puisque le général se pointe et finalement fait reculer ses troupes. Mais à la fin, il se rend compte que c'est une supercherie, mais les grenadiers du général Oudinot sont déjà sur les canons, et il est plus possible de tirer. Effectivement, après, il se replie, et il replie tout le monde. Ouais. Mais on a réussi à s'emparer des ponts. Et cet exemple est assez intéressant parce que l'auteur, le baron de Marbeau, dit que en réalité, il trouve que c'est une ruse un peu perfide et que lui-même n'aurait jamais utilisé ce genre de méthode. Oui. Il estime que ça va contre son sens de l'honneur. Et il dit, et même à l'époque, aujourd'hui on pense qu'on est les seuls à avoir le souci de préserver les vies de nos soldats, et même parfois des soldats ennemis, dans une certaine mesure. Et ben lui, il dit non, c'est une méthode qu'ils ont employée pour seul objectif de sauver des vies, mais contre l'honneur. Et moi, j'aurais refusé de faire ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que finalement, ce que l'on croit très moderne aujourd'hui, le souci de préserver ces hommes, même à l'époque napoléonienne où ils mouraient par milliers lors des batailles, c'était aussi un souci permanent. Oui. Je trouve que c'est une méthode quand même très utile, extraordinaire et terriblement moderne. Donc, pour répondre à votre première question, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même possible. Mais est-ce que les gens le feraient parce qu'ils sont célèbres? Pas forcément. Peut-être qu'ils le feraient parce que ils n'auraient pas envie de tirer sur quelqu'un qui s'approche d'eux désarmé, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Ou en ayant un doute de est-ce que je vais faire couler du sang alors que j'ai un doute. C'est ça. Ouais, bon, c'est. J'avais noté aussi concernant une infériorité numérique. En 279 avant Jésus-Christ, la ville de Chimo, qui était assiégée par 100 000 soldats, ils avaient 5 000 personnes, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tous leurs bœufs et tout leur bétail, et ils ont attaché de la paille à la queue du bétail, et ils y ont mis le feu. Et ça a créé une confusion pas possible dans les rangs ennemis. 5 000 pour 10 000, pour 100 000, ça fait du 5%, c'est quand même... Et ils ont réussi à faire lever le siège. Oui. C'est impressionnant. Enfin... Oui. Donc là, on vient de voir la bataille de Chimo qui se passe en Chine, mais dans votre livre, vous faites référence aussi à d'autres stratagèmes du même type qui se sont passés à l'époque romaine. Les gens s'adaptent au fur et à mesure avec les moyens qu'ils ont, et aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, quelle est pour vous la principale qualité pour justement pouvoir mettre en œuvre des stratagèmes qui soient adaptés à notre temps? C'est une question très intéressante parce que, en fait, en effet, il y avait cet exemple de la Chine antique. Également, j'ai trouvé un exemple sous Rome, à peu près à la même époque. À l'époque, les Romains et les Chinois avaient les mêmes outils, des lances, des arcs, des chevaux. Et donc, ils utilisaient les mêmes ruses. La seule petite différence qu'il y a, c'est que dans l'exemple chinois en question, ils ont utilisé des masques qui ont permis de jouer sur les peurs religieuses. Mais c'était une toute petite nuance. Et aujourd'hui, comme vous le dites, on peut plus se permettre d'utiliser des ruses applicables comme ça, qui sont les mêmes ruses depuis la nuit des temps. Les ruses d'aujourd'hui, c'est plus du tout avec des chevaux et des flammes, des torches, et c'est plus du tout ça, évidemment.
Aujourd'hui, les technologies avancent très vite. Et je vais vous citer un exemple de l'Afghanistan. On a sans cesse des nouveaux matériels, des nouvelles munitions, et les Britanniques avaient des obus éclairants dans le domaine de l'infrarouge. Et les jeunes cadres qui ont été sur place, ils n'ont jamais appris en école comment faire un stratagème à partir de ces obus. Ben, ils ont réussi en fait. L'ennemi ne voyait pas qu'il était éclairé par ces munitions infrarouges, et ils ont mis en place un stratagème où, d'un côté de la base où ils se trouvaient, ils utilisaient des obus éclairants dans le domaine du visuel, et de l'autre côté, ils utilisaient des obus infrarouges. Donc les talibans se sont approchés de leur base du côté où ils pensaient ne pas être observés. En réalité, ils l'étaient. Et ce que je trouve fascinant, c'est que cette technique, personne n'a dû dire à ces jeunes officiers, ces jeunes sous-officiers, quand vous aurez ces obus-là, regardez, vous ouvrez votre manuel, vous pourrez appliquer cette ruse de guerre. Personne ne leur a dit, mais ils sont habitués à ces changements technologiques. Tous les ans, tous les 2 ou 3 ans, vous avez un nouveau matériel. On a des générations qui sont peut-être plus instinctivement préparées à le faire qu'autrefois. Déjà nous, enfin, pour moi je suis plus vieux que vous, mais déjà à l'époque, on avait quand même des matériels nouveaux assez fréquemment. Mais avant l'avènement de l'artillerie des trajectoires indirectes, à la fin du 19e siècle, qui a été une immense révolution dans le domaine de l'art de la guerre. Oui. Entre ce moment-là, donc fin du 19e siècle, et l'Antiquité, franchement, hormis les fusils et la poudre qui ont permis de franchir un pas, mais il y a beaucoup de techniques de guerre qui restaient les mêmes depuis la nuit des temps, en fait. Oui. Donc, en fait, pour rejoindre une des questions et le fil rouge de cette interview, les habitudes sont nécessaires, qu'on soit dans l'armée ou qu'on soit dans sa vie personnelle. Elles sont nécessaires pour fonder des bonnes bases à la construction de soi-même et de soi-même et du corps auquel on appartient, si on appartient à un corps pour l'armée, et pour être sûr que quand les officiers ou sous-officiers sont lâchés dans un endroit où ils sont autonomes, ils vont appliquer des schémas qui sont à peu près qui leur permettent d'avoir une autonomie, mais qui sont à peu près prévisibles pour la hiérarchie, qui sont pas anarchiques du moins. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que malgré la mise en place de beaucoup de procédures et beaucoup d'habitudes, il y a toujours une place à l'inventivité, à l'ingéniosité et à l'intelligence pour essayer de gagner la guerre et de faire se remettre en question l'ennemi. Oui. Donc super. Ben, moi j'ai beaucoup aimé votre livre. Je suis pas un fan d'histoire. Parce que c'est pas une matière que j'ai appréciée quand j'étais à l'école, mais ça m'a donné le goût de lire des livres d'histoire, parce que vous avez une écriture qui est super fluide. On arrive à se mettre dans le bain assez facilement et même très facilement, et surtout Enfin, moi qui cherche toujours des histoires pour essayer d'illustrer mes propos, je trouve que je pourrais tenir 3 ans rien que sur votre bouquin. Et vraiment génial. Merci. Donc j'attends la suite. Est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que vous préparez autre chose ou pas? Pas vraiment. Ce livre va être traduit en anglais, Ouais, mais par un de mes amis britanniques. Pour l'instant, j'ai pas d'idée particulière pour écrire un autre livre. Je pense que je vais essayer de trouver d'autres exemples. En fait, si vous voulez, je pense que ce livre, vous citez les exemples. Je pense que c'était important pour moi parce que au départ, j'avais eu l'instinct que l'artillerie pouvait servir à manipuler l'adversaire. Et en fait, si vous le proposez dans un exercice où vous faites un thème tactique, si vous le proposez comme ça à brûle pour point, oui. votre interlocuteur va dire oui, bon, mais c'est gentil et tout ça. Donc, si vous voulez, pour défendre cette idée, j'avais pas d'autre choix que d'aller chercher ces exemples dont vous parlez, Oui. des anecdotes réelles et qui les légitimaient parfaitement. Et j'avais pas le choix. Et maintenant que ces exemples ont été rassemblés, c'était impossible de dire que l'artillerie ne s'applique pas, ne permet pas d'utiliser des stratagèmes. C'est impossible de le dire. Mais c'est vrai que ces exemples, en fait, c'est thématique. Moi, j'aime bien l'histoire pour peu que ce soit thématique. S'il y a un message derrière. Et je trouve que ça se retient beaucoup plus facilement quand vous avez des exemples
qui sont mis en perspective l'un par rapport à l'autre, ça vous amène vers une conclusion et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mais après, il faut avoir de la chance de tomber sur les bons exemples, parce que parfois j'ai lu un livre en anglais, l'Observateur canadien, il faisait quand même 800 pages et ce n'est que vers la page 500 où j'ai trouvé un exemple. Et après, jusqu'à la fin, j'en ai plus trouvé un seul. Mais quel exemple? C'était le fameux exemple des Nobelwerfer d'accord. En Normandie. C'est un exemple mais merveilleux. Et si vous voulez, donc ça vous oblige à faire des recherches mais énormes. Et l'avantage, c'est que, enfin, moi, je voulais apporter quelque chose à l'artillerie française, parce que c'est des livres que vous n'irez pas lire, parce que c'est les souvenirs de tel ou tel observateur britannique. Je vous dis, tout le monde n'a pas envie, et d'abord, tout le monde ne tombera pas sur le livre qui fait 800 pages, qui est écrit par l'observateur du Xème régiment en 1916. Vous avez quand même des longueurs dans certains livres, hein, vous avez des longueurs. Mais si vous avez une pépite dedans, dont vous pouvez vous servir, moi, je trouvais que c'était bien, parce que ça m'a permis d'importer en France des exemples que personne d'autre n'aura eu l'opportunité de lire. Parce qu'ils ne savent pas lire l'anglais ou qu'ils ne feront pas l'effort de toute façon, même si ça vient l'anglais. Et si vous voulez, il y a un autre truc que j'aurais voulu dire, en fait. Mais il faut le dire, ça tourne toujours. Hein. Bon, bah, tant mieux. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'avec tous ces exemples, il faut bien comprendre que l'artillerie, donc c'est une arme, c'est l'arme de la brutalité. Quand on l'utilise, c'est vraiment l'arme souvent la plus puissante dans les mains du chef de guerre. Hein. Donc on utilise les obus pour détruire l'adversaire. Et c'est pas du tout intuitif de dire l'artillerie, c'est aussi un outil pour utiliser des stratagèmes. C'est pas du tout intuitif. Et c'est ce qui fait que c'est une arme vraiment puissante, paradoxalement, pour manipuler son ennemi. Et comme vous me disiez tout à l'heure, les habitudes, c'est vraiment la clé, en fait. Si vous avez compris les habitudes de l'ennemi, si vous avez compris comment à la fois le chef va réagir, mais aussi le soldat en face, le technicien, vous pouvez utiliser cette arme pour le manipuler. Et franchement, il n'existe pas d'autre outil au monde qui soit a priori aussi peu propice à l'emploi des stratagèmes. Vous tirez à 30 km, comment voulez-vous manipuler quelqu'un qui est à 30 km de vous? Ça paraît impossible, et ben pourtant c'est faisable. C'est génial ça. Et c'était des Français ou des Anglais? Ça, c'était des Anglais qui avaient fait ça. Donc, et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les exemples sur la guerre électronique aussi. Quand vous avez, pendant la guerre de 14, quand ils inventent un outil, c'est un ingénieur des arts et métiers, en fait, qui invente un outil qui permet d'écouter, en mettant des capteurs au sol, d'écouter les conversations téléphoniques des Allemands. Et quand ils tirent avec l'artillerie française, l'Allemand dit « Ah, les Français viennent de nous tirer dessus, mais c'est bon, c'est tombé à 200 mètres de ma position. » Du coup, l'ingénieur en question a dit ça aux artilleurs, il dit « C'est 200 mètres trop loin, il faut rapprocher le tir. » Donc ils ont tiré, et effectivement, c'est tombé sur les canons allemands. C'est des choses mais qui sont fabuleuses. Et là encore, puisque vous me parliez des technologies tout à l'heure, c'est une technologie qui n'existait pas auparavant. En 1915, ça a été inventé par je crois qu'il s'appelait de Laval, un jeune ingénieur des arts et métiers, pour écouter les conversations de l'ennemi. Et là, c'est un nouvel outil dont on peut se servir pour en quelque sorte, finalement, c'est l'ennemi qui nous aide à régler le tir, puisque c'est lui qui nous dit on tire trop loin, donc il faut rapprocher les coups. Et je trouve que c'est fantastique. Puis il y a une autre série d'exemples aussi, vous l'avez vu, hein, c'est pour les ballons avec les ballons avec radar avec l'aluminium. De l'aluminium, voilà. Pour dire que c'est faire croire que c'est des hélicoptères. C'est dans le conflit justement en Angola, Afrique du Sud. C'est ça. En 87-88. Et où ils forcent les positions angolaises à dévoiler leur position de missiles sol-air. Exact. Et du coup, ils arrivent à en détruire quelques-uns, puisque les missiles solaires font des départs de coups. Donc là, on a déplacé les observateurs d'artillerie pour voir d'où partent les coups, et ensuite, c'est ça. Bim bam boum. Et ce qui est extraordinaire dans cet exemple, c'est que vous citez, c'est qu'en réalité, les artilleurs sud-africains sont servis des ballons de sondage météo. Oui, parce que dans l'artillerie, on a besoin de connaître la météo pour que les tirs soient précis. Et donc il y a une section qui balance des ballons avec un papier alu en dessous et
et qui nous permet de mesurer la vitesse du vent en fonction de l'altitude. Et donc eux, ils ont mis plusieurs rouleaux de papier aluminium en dessous, et effectivement, l'ennemi a pensé que c'était des hélicoptères. Et donc vous avez le moyen le plus inoffensif d'un régiment d'artillerie qui est utilisé et qui est le seul moyen qui permet de détecter et d'inciter l'artillerie solaire ennemie à tirer et à se dévoiler. Et je trouve que c'est fabuleux. Donc du coup, vous utilisez les moyens les plus inoffensifs pour obtenir des résultats que vous n'auriez pas pu obtenir de toute façon avec les autres moyens. Donc, ok, super. Bah écoutez, c'est réussi. Je suis officier d'infanterie, donc je le recommande vivement à tous les officiers et même à ceux qui ne sont pas officiers. Si vous voulez vous donner des idées, que ce soit en business ou que ce soit dans la vie en général, pour essayer de voir comment d'autres personnes ont été confrontées à des difficultés particulières et ont réussi à s'en sortir, je trouve que ce livre est extraordinaire et je le recommande vivement. Donc l'artillerie des stratagèmes par le colonel Olivier Faure. Merci beaucoup. Merci à vous, mon colonel.